Donc voilà, Ramdan, le but de cette interview aujourd'hui, c'est d'apprendre à te connaître davantage et puis que tu puisses partager avec nous ton histoire. Donc je te laisse te présenter un petit peu et puis après, on va entrer dans le vif du sujet tranquille. Très bien, ben, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais te remercier, Asia et l'équipe Alliance, pour tout ce travail, 32 interviews dans une association à but non lucratif. Voilà, ça, je pense que ça a vraiment un impact pour les doctorants ou les futurs doctorants ou ceux qui sont en postdoc, qui veulent continuer dans cette voie ou changer de voie. Je pense que c'est très bien ce que tu fais. Euh, Merci, Ramdan. donc, de rien. Donc, je m'appelle Ramdan Igalouzen, je suis algérien et j'ai 29 ans. Je suis arrivé en France en 2012, après avoir eu mon bac en Algérie, bac mention scientifique. J'ai eu la mention très bien, comme tu l'as précisé Ah dans la oui, ça fait présentation dire. LinkedIn. Ah, c'était de best, Ramdan. Tu as eu très belle mention. Donc je pense que ta famille était fière de toi. Et ta Oui. famille, finalement, ils voulaient que tu fasses quoi Bah, disons que la zone de confort, on va dire, quand on a le bac avec cette moyenne, c'est de ne pas demander ce qu'on va faire. On sait très bien, soit médecine, soit pharmacie, soit l'école supérieure d'informatique. Tout simplement parce que voilà, il y a l'assurance et la sécurité du job après. Ça paye plutôt bien et puis il y a tout ce prestige social. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui choisissent. C'est bon. Après, moi, je parle de l'Algérie. Je ne sais pas en Oui, France l'Algérie, on précise. si, si c'est la même chose, mais en tout cas, on ne choisit malheureusement pas ce qu'on veut faire nous-mêmes. C'est-à-dire, on a des rêves, on ne va pas les choisir. Voilà, on va choisir, on va dire, ce qui est imposé par la société ou D'accord. bien par la famille, faire médecine, faire pharmacie. Donc à ce moment-là, je dis pas que je voulais sortir du lot pour sortir du lot ou aller à contre-courant, non, pas du tout. J'aimais bien la biologie, surtout l'immunologie et les biotechnologies aussi. À l'époque, je découvrais ça en terminale et je me suis dit non, je vais pas faire médecine, je vais faire biotech en lien avec la biologie, immunologie. Euh, En parallèle à ça, je voulais les faire à l'étranger parce qu'à cette époque-là, en Algérie, il n'y avait pas de formation en biotechnologie. Je pense qu'ils ont ouvert une formation à Constantine il y a quelques années, mais en 2012, il n'y avait pas ça. Et j'avais la possibilité soit d'aller aux États-Unis, soit en Angleterre, soit en France. Euh, le choix a été vite fait parce que vu la langue, donc j'ai choisi la France et en plus, c'était pas très très cher les études. On sait que c'est gratuit. Bon, il faut quand même avoir une certaine somme pour payer les loyers et de quoi se nourrir. Mais j'ai choisi la France, donc je suis arrivé en 2012 en licence biologie et biotechnologie à Grenoble. Oui, ok. J'ai fait donc cette licence-là. Ça s'est plutôt bien passé. Alors, c'était pas top top, mais voilà, c'était une période d'adaptation. Tu quittes le pays. Ouais. Même si voilà, je parle français, j'avais quelques Qu'est-ce qui était le connaissances. plus dur, Ramdan, dans cette période d'adaptation? Qu'est-ce qui était le plus Ah bah, c'est quand tu vis 18 ans dans un pays, dans un environnement précis, tu le changes. Voilà, on n'est pas dans sa zone de confort et je pense que c'est le plus dur au début, hein, mais après, c'est les premiers 6 mois, on va dire. ouais. Derrière, Tu te fais des c'est amis ensuite bénéfique. et ça va mieux. Oui, voilà, derrière, on commence à s'intégrer, à trouver des jobs étudiants, faire ses relations et tout. Donc, au départ, c'est un peu compliqué, c'est normal. Ok. Voilà, donc j'ai terminé cette licence en biotechnologie et je cherchais un stage de L3 et j'ai trouvé un stage dans un laboratoire de recherche fondamentale à Dijon chez François Guéringhelli et plus précisément chez Lionel Apetto, c'est un immunologiste. Donc, je fais ce stage-là et je découvre en fait la recherche en immuno-cancéro. Et là, je me dis, ah, waouh, c'est quelque chose que je veux faire.
je vais changer le monde, j'ai plein d'idées. Alors, Ah, Hamdan, c'était ton stage de licence ou de master du coup? De de licence. licence. De licence, donc assez Ouais, tôt ouais, quand il même, tu as fallait eu le ce faire. déclic. C'est ça. Donc, alors, cette licence est particulière parce qu'on nous apprend pas mal de choses techniques. On sort en L3, on connaît presque toutes les techniques de base de biologie cellulaire et moléculaire. On avait déjà pas mal manipulé au labo. C'est une bonne formation Ok. pour ceux qui veulent faire biotech ou voire même de la recherche. Je pense c'est une bonne Donc, formation. rappelle le nom de la licence, c'est quoi, C'est justement? licence biotechnologie santé à Grenoble. À Grenoble. Voilà. La première année, c'est un tronc commun entre biochimie et biologie. Et après, sur admission, candidature sur base de dossier, on rentre en biotechnologie en L2. Donc, pour revenir à mon stage, là, je découvre le monde de la recherche. Euh, J'étais novice, hein. Je ne connaissais pas trop ce qui se passait derrière, toute la politique, les difficultés pour publier, les difficultés pour réussir à avoir des datas et tout. Mais quand même, c'est quelque chose qui me fascinait. Ça me paraissait déjà à l'époque, c'est un monde très sélect. Il y a très peu de postes, c'est très compétitif, mais je voulais quand même continuer dans ce chemin-là. Donc, après, j'ai cherché un master qui fait à la fois la cancérologie, mais aussi l'immuno, les biotech, les nouvelles thérapies. Et il y avait un master à Lyon, le master cancérologie, biologie du cancer. Donc, j'ai candidaté, j'ai été accepté. J'ai fait mes deux années de master. Et après, j'ai fait un stage de 6 mois dans le CRCL, le Centre de recherche de cancérologie de Lyon. Et dans l'équipe où j'ai fait mon stage, l'équipe du docteur Julien Marie, on m'a conseillé de faire une thèse et c'est ce que je voulais faire dès le départ, hein. Donc j'ai candidaté au concours de l'école doctorale BEMIC. J'étais bien préparé, hein, grâce à mon directeur de stage, maître de stage, Monsieur Saïdi Soudia, et directeur du laboratoire. C'était des répétitions et des répétitions, plein de questions. En tout cas, voilà, c'était une vraie préparation. J'ai obtenu le concours et voilà, je me suis dit maintenant, je suis en thèse, je vais enfin pouvoir réaliser quelque chose. Je te cache pas que parmi les moteurs qui m'ont poussé à faire ça, c'est quand même de réaliser des choses fantastiques. C'est-à-dire, je ne rêvais pas de faire la plus grosse découverte, mais en tout cas, de faire des découvertes, et c'est ce qui me motivait. Je pense que ça motive pas mal de gens quand ils commencent la recherche. Ils se disent, oui, j'ai une idée, on peut l'utiliser dans cette maladie-là. Voilà, C'est ambitieux, quoi. Tu avais envie quand même de découvrir. c'est ça. C'est ça. Petit à petit, je me rends compte à la réalité, en fait. C'est pas comme quand on est en stage ou Ouais, ouais. de licence. Au bout de combien de temps, Ramdan, en thèse, au bout de combien de temps, tu t'es dit, oula, ça, c'est pas, je pensais pas que c'était comme ça, que t'étais assez Ah bah, vite fait, hein, un mois rapidement. et demi, 2 mois, hein, c'est vite fait. En Ouais, fait, voilà, tu vas rencontrer pas mal d'obstacles. Déjà, plein de data qui partent à la poubelle. c'est important. Ouais, donc il faut avoir ça en tête, hein, que c'est pas parce qu'on a mis 2 mois à faire une grosse manip qu'on va sûrement la publier ou l'utiliser. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a un peu frustré, mais en même temps, tu apprends. Voilà, tu apprends que pour réussir, il faut des échecs. Oui, Et la dans la résilience. recherche, il faut beaucoup d'échecs pour faire un joli papier. La résilience. Euh, voilà. Et le deuxième point, c'était le travail ne veut pas forcément dire un bon résultat, en fait. On peut avoir une forte capacité de travail, et je pense qu'il faut l'avoir, hein, partout, mais voilà, ça ne dépend pas forcément du travail. Hmm. On peut faire plein de manips, finalement, voilà, on n'est pas sur le bon sujet, la bonne question, et malheureusement, on n'a rien à la fin. Ou le deuxième problème, c'est que quand on a quelque chose, on a le risque de se faire scooper par un autre laboratoire. Donc, on va dire, c'est les principales difficultés. Rajoutons à cela
des difficultés, alors moi, ça s'est bien passé, mais qui peuvent être liées à la personnalité, en fait, du doctorant et aussi du directeur de thèse. Mm. Parce que ni les doctorants, ni les directeurs de thèse n'ont été formés à manager, en fait, une personne ou une équipe. Tout le temps, voilà, on fait que de la recherche, on manage des projets de recherche, mais management d'équipe, je Ouais. pense que c'est, voilà, chacun a sa propre manière et ça peut être très compliqué parfois. C'est une relation Ouais, un ouais. peu spéciale, hein. Pour moi, c'est à chacun de trouver son équilibre avec son directeur de thèse, hein. Il ne faut pas penser que, voilà, il y a un seul modèle managérial. Donc ça, c'est aussi une Ouais. difficulté. Ouais. Mais quand même, on apprend plein de choses. On apprend déjà euh, à gérer un projet au vrai sens du terme, c'est-à-dire on commence à faire de la bibliographie, à collectionner plein de data et derrière trouver une stratégie ou une méthode en fait qui va permettre de générer des datas qui ne sont pas générées ailleurs et originales et innovantes. Ça, c'est la première chose à apprendre. La deuxième chose, c'est vraiment de travailler beaucoup, hein, parce que voilà, je ne sais pas si toi, si c'était le cas en thèse, mais on lance des manips, tu es là 21 heures Ouais. parfois 22 heures, tu viens parfois les week-ends. Bien, Donc, tu bosses beaucoup. Pour moi, voilà, c'est une belle expérience, hein. ouais. Tu acquiers quand même On fait quand même cette... une parenthèse dans sa vie, un peu, hein, quand on est Bien en sûr, thèse, une c'est parenthèse. sûr, Et effectivement, on s'investit beaucoup, on sacrifie parfois des choses, bien sûr. mais il y a la passion. La Il y a passion la pour la passion. recherche Non, qui nous mais là, prend. on est passionné, ça c'est sûr. En moins pour la première année, la deuxième année. Quand on arrive à la fin, c'est pas C'est tout le dur. temps le cas. Mais bon, Ramdan, il y a... tu m'avais Oui. parlé d'autre chose qui te frustrait aussi, c'est la manière dont les chercheurs étaient évalués, en fait. Tu trouvais ça Oui. injuste. Ah oui, 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 par rapport à la capacité de travail et au travail fourni, finalement, qu'est-ce qu'on demande aux chercheurs? C'est d'avoir un papier scientifique. Malheureusement, c'est le cas. Il y en a qui vont dire oh non, on n'est pas trop basé sur les papiers, sur l'impact facteur. Mais honnêtement, c'est l'impact facteur qui compte. Je suis contre ce système, hein. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai quitté enfin, ce monde, en moins pour le moment. Mais c'est voilà, ce monde dans lequel il faut avoir un gros papier ou plusieurs grands papiers pour avoir un poste ou Absolument. pour décrocher la fonction. Le souci, c'est que, comme je disais tout à l'heure, ça ne dépend pas forcément de la capacité de travail du chercheur. Mm. Moi, je connais des thésards et des postdocs qui n'arrêtaient pas de bosser et ils avaient des idées très intéressantes et tout, mais voilà, c'est pas d'actualité, c'est pas vendeur pour les journaux ou bien ils se fassent Absolument. couper. Donc, c'est ça le problème. En fait, on demande aux chercheurs de publier. Il faut qu'ils montrent tout le temps que pour être là et sur la scène, il faut avoir des papiers. Et moi, je suis un peu contre ça, en fait. Pour moi, on fait de la recherche, même si on trouve pas grand-chose d'intéressant, un résultat négatif, c'est un très, très bon résultat. C'est un Ça résultat. va permettre aux autres, en fait, d'éviter ce Absolument. chemin-là. On sait qu'il n'y a pas, il y a pas quelque chose d'intéressant, Absolument. on l'évite et on va vers l'avant. C'est Malheureusement, important c'est hein, un... ce que tu dis, Ramdan. Un résultat Pardon? négatif, c'est très important ce que tu dis, hein. Tu pointes du doigt un problème. Un résultat Oui. négatif est un résultat et souvent beaucoup de résultats négatifs ne sont pas publiés, ce Ah qui oui, engendre des problèmes de reproductibilité. Enfin, voilà, c'est oui, un grand débat, mais c'est important d'en parler. Voilà, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qu'on ne trouve pas normales. Et donc, mhm, tout ça, finalement, Ramdan, voilà, ça t'a pas vraiment plu, toute cette politique. Et là, tu t'es dit c'est quoi ça. en fin de thèse, une fois que tu as soutenu, tu t'es dit non, tu continues pas, tu savais tout de suite que tu voulais pas continuer en postdoc ou tenter les concours. Ah, alors, pour être honnête, alors j'avais toutes les possibilités. Alors, je suis pas quelqu'un qui a une seule chose en tête et il faut qu'il la fasse. Je suis très flexible, très ouvert à tout. Déjà, je viens d'un background, on va dire, de business. Toute ma famille maternelle et paternelle font du commerce et des commerçants. Donc, j'ai toujours cette fibre en moi.
de faire du commerce et d'entreprendre. Mm. Et ça ne m'a pas quitté durant toute ma thèse, hein. À titre d'exemple, j'avais proposé un projet à mon directeur de thèse qui pouvait ouvrir vers une start-up, par exemple. Bon, ça, voilà, c'est un petit peu mis en stand-by, on ne l'a pas terminé, mais on avait des résultats plutôt intéressants. Donc, j'avais cette vision-là. Et à la fin, j'étais plus penché pour quitter la recherche et quand même monter une boîte. Alors, je voulais entreprendre à tout prix. D'accord. Peu C'était importe clair si en j'allais fait. réussir ou pas, mais je voulais faire cette expérience-là et entreprendre. Et c'est comme je te disais lorsqu'on s'est appelé la semaine dernière, euh, pour moi, on a une idée, on a un petit rêve, il faut le faire. Mm. Alors, c'est facile de dire, hein, il faut le faire, il faut agir. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire pour franchir le premier pas. Yes. Mais la première, on va dire, la première clé pour le réaliser, c'est de franchir déjà le premier pas. Alors, si on franchit le premier pas, on n'a pas de garantie que ça va réussir. Mais si on franchit pas le premier pas, on a 100% de garantie qu'on ne va pas réussir. Ben, C'est ça ça, le truc. c'est ça le truc, effectivement. Mais c'est ça, c'est ça. Alors, je ne dis pas que moi, j'ai choisi ça, alors je vais certainement réussir en entrepreneuriat. Non, pas du tout. Je suis en train d'apprendre, d'avoir Ramdan, des challenges tous les jours, mais j'ai oui. une petite question pour toi. Quand tu dis j'avais envie d'entreprendre, est-ce que tu savais ce que tu voulais faire exactement? Tu vois ce que je veux dire? Ou c'était encore vague? Tu savais que tu voulais entreprendre, mais tu savais pas encore sur quel type de projet, qu'est-ce que tu allais faire exactement? Alors, oui, c'est ça en fait. Je savais que je voulais entreprendre et être mon propre chef, mais que faire? Bon, là, il y a plusieurs possibilités. J'ai eu la chance de saisir certaines opportunités. Euh, j'ai lancé, on va dire, trois projets en même temps. Ça peut paraître un peu difficile, Oui. mais voilà. Le premier, en fait, parce que comme tu l'as bien précisé dans ton post LinkedIn, je joue du piano. J'ai commencé à apprendre du piano à l'âge de 20 ans ici en France et j'ai pas mal évolué grâce au travail, hein. Voilà, je bossais jusqu'à 3 heures, 4 heures du matin en train d'apprendre. Et j'ai développé certaines techniques pianistiques, en fait, qui ne nécessitent pas l'apprentissage du solfège. Et ça a plu à beaucoup de monde. Et j'ai ouvert une chaîne YouTube. Maintenant, je suis à peu près à 80 000 abonnés. Et beaucoup de monde, voilà, merci. Et beaucoup de monde m'ont proposé de faire des cours pour des gens qui veulent apprendre le piano, mais sans solfège. D'accord. Surtout sur des styles de musique un peu exotiques, comme la musique orientale, des musiques du bassin méditerranéen un peu traditionnelles. Donc là, j'ai saisi cette opportunité. Je me suis dit, j'ai quelque chose, j'ai des compétences, je vais pouvoir les utiliser dans une entreprise. Et j'ai monté une entreprise qui s'appelle Musicati. C'est une application en fait qu'on est en train de développer Génial. dans laquelle c'est de la vidéo en demand, si tu veux, hein. Les gens payent pour un cours ou bien ils peuvent avoir un abonnement. Là, même ce matin, j'étais en train de filmer. J'ai un studio Génial. Wow. chez Un moi. artiste, mon cher Ramdan. C'est C'est super. pas encore terminé, mais voilà, ça c'est. Donc ça, c'est quelque chose que je savais faire et je voulais la mobiliser en fait. C'est une Euh, compétence que tu as développée toi-même, hein, c'est pour le faire. ça, c'est ça, c'est ça, Aujourd'hui, tu vends. c'est ça, c'est ça. Génial, Et bravo. donc ça, je me suis dit, je sais faire ça, pourquoi pas le transformer et essayer de faire un business dessus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je suis tombé sur une opportunité. Je lisais des papiers scientifiques sur lesquels je suis tombé sur des produits que je connaissais pas du tout et qui sont pas commercialisés en Europe. Et je vois qu'il n'y a personne qui distribue ces produits-là en Europe. Je contacte le fabricant. Il me dit oui, si vous voulez commercialiser nos produits en Europe, allez-y. C'est du matériel de laboratoire, des réactifs, des automates. Et là, je saisis cette opportunité aussi.
Ça s'est passé quand, Ramdan, ça? C'était après ta thèse que tu t'es tombé Ça, par c'était hasard? après ma thèse, oui. Alors, quand j'ai terminé ma thèse, la première chose auquel je me suis vraiment, comment dire, consacré, c'est la musique. D'accord. Je voulais faire cette application-là et faire cette formation, sachant que j'avais des revenus grâce à YouTube et tout, en plus du chômage. Donc, ça, voilà, ça, je suis un peu dans la tranquillité, on va dire, financière. Et 2 mois après, je tombe sur cette opportunité de ce fabricant-là et je me dis pourquoi pas. Il suffit de faire un site internet et de trouver des gens qui ont de l'expérience dans la vente. Et là, je me suis associé à une connaissance de mon oncle qui, lui, était directeur d'export chez Fisher et chez Dutcher. Donc, il connaît du monde voilà, dans le business. Je me suis associé donc à un ami à lui et on a monté cette structure. Voilà, ça a moins d'1 an. On commence à avoir notre propre catalogue, à voir nos clients, à faire de la prospection, essayer voilà, de gagner un peu le marché. Et la troisième aventure, c'est un ami qui a fait un master en biologie, enfin en modélisation du vivant. Et il a développé des compétences pour faire des animations en 3D de tout ce qui est biologique, vivant. Je ne sais pas si tu as vu, il y a plein de vidéos qui expliquent C'est génial. un mécanisme d'action Oui. d'une molécule ou d'un principe actif, vraiment de très très haute qualité. On voit tous les détails, on voit l'ADN, les protéines, on voit tout l'environnement, c'est joli. Donc lui, il me dit, moi, je sais faire ça. Je n'ai pas de fortes compétences en biologie. Je ne sais pas trop faire de la vente et ni de la prospection. Je ne sais pas trop gérer une entreprise. Il m'a dit, est-ce que tu veux t'associer à ce projet-là? Et voilà, on va dire l'opportuniste que je suis dans le business, j'ai directement saisi cette opportunité et on a monté ce studio qui s'appelle Selex 3D. On a un site internet pour ça et on commence à décrocher le Et premier je crois, contrat. Ramdan, que c'est toi qui as trouvé le premier client. C'était un contact à toi, non? Ou c'est le directeur, je sais Oui, alors le client, c'était un contact à moi. C'était mon directeur de laboratoire de thèse. pas. Alors, il organisait un congrès scientifique international, hein, un congrès de renom à Lyon, à l'ENS de Lyon. C'était Human Responses in Cancer and Infections, l'IRSI. Et donc, je proposais de faire des petites vidéos d'introduction des thématiques de ce congrès-là, voilà, pour nous faire de la pub et D'accord. pour avoir un peu de revenus. Bon, c'est ridicule hein, comme revenu qu'on a eu, mais c'était ça la stratégie. Travailler gratuitement, on va dire, pour avoir de la pub et faire voilà, alimenter notre site Internet. Donc là, on l'a fait, ça s'est plutôt bien passé. Et derrière, on a commencé à faire des campagnes d'emailing, de prospection emailing. Et là aussi, on a développé certaines compétences de prospection, des outils CRM, je ne sais pas si ça te parle ou pas. Donc voilà, grâce à ça, on a commencé à avoir des clients. Et puis voilà, là aujourd'hui, on signe des contrats, la vidéo à plus de 7 000 à 8 000 euros. Donc, c'est plutôt bien. Voilà. Ramdan, à t'écouter, c'est incroyable. Je sais pas, on devrait. T'es auto-entrepreneur, t'es tri-auto-entrepreneur, t'as 3 projets différents que tu gères en fait. Oui, À t'écouter, ça paraît tellement simple, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a une idée, il y a une envie de faire quelque chose, il y a un besoin de trouver des compétences et des expertises, ben, tu vas aller chercher, et puis voilà, tu crées ce noyau, et puis c'est lancé, et puis et ça paraît tellement. Elle est où vraiment la difficulté dans tout ça, vraiment? C'est vraiment le côté faire le premier pas qui est le plus dur, ou qu'est-ce qui est dur finalement dans la vie d'un entrepreneur? alors je pense que tu as un peu résumé ça. C'est faire le premier pas, en fait. C'est ça. Je dis pas que c'est facile, hein. C'est à la limite une galère d'être entrepreneur, hein, parce que quand on est dans une structure, dans une boîte ou un institut de recherche, on est protégé, en fait, d'un point de vue administratif, d'un point de vue logistique et technique, financier. On est un petit peu flotté, mais
dès qu'on se lance tout seul, on fait tout nous-mêmes. Mais heureusement, il y a aujourd'hui Internet et il y a l'information qui est accessible à tout le monde de manière très, très facile. Et ça, c'est une chance, mais vraiment énorme à saisir. On tape, voilà, comment faire son bilan comptable, comment faire une campagne de prospection sur Google. On trouve plein de formations, plein de choses et on apprend. Donc, c'est difficile, mais le plus difficile pour moi, c'est d'agir. C'est-à-dire, c'est de faire le premier pas. Et il faut développer, pour moi, alors je ne prétends pas avoir la vérité, mais c'est ma vision des choses. Il faut développer la confiance en soi. Il y a plein d'autres choses, mais la confiance en soi, c'est très important en fait quand on franchit le premier pas. Et pour sortir de sa zone de confort, il faut travailler sur ça. Mais du moment où on décide de franchir le premier pas, je pense que quelqu'un qui a fait une thèse, un postdoc à ce niveau intellectuel qui est quand même pas mal élevé, je pense que voilà, on va pas dans le flou, on décide de faire quelque chose. La première chose qu'on va faire, c'est d'apprendre. Je décide de faire une entreprise, je vais systématiquement taper sur Google comment créer une entreprise en ligne, par exemple. Et là, tu apprends et tu te rends compte que c'est si simple que ça. Pour être entrepreneur, c'est une journée, même pas. Et puis tu reçois ton Mais oui, mais c'est ça Non, en mais fait. c'est vrai. Et donc, Ramdan, parce qu'il y a eu la question posée par Eric, je crois. Ce que tu appelles le premier pas, c'est quoi? Il y a aussi une préparation psychologique. Et le premier pas, c'est quoi chez toi? C'est décrocher le téléphone, c'est envoyer ce fameux mail, c'est aller. C'est quoi le premier pas? Pour dire là, Alors, j'ai franchi, là, ça y est, je vais vers le truc. le premier pas, alors ça dépend là où on est. Si on est dans un projet déjà, par exemple, de thèse, le premier pas, pour moi, il faut d'abord terminer ce qu'on a commencé, terminer la thèse, et derrière, tu décides en fait dans ta tête, tu te dis, je ne vais pas chercher un postdoc, je veux monter une boîte. Et là, c'est ça en fait le premier pas. C'est bon, c'est décidé dans ta tête, tu te dis, j'ai une idée en tête, j'ai un bout d'idée, j'ai un projet que je veux faire, je le lance maintenant. Mm. Et à partir de ce mindset-là, tu dis oui, je vais le lancer. Là, tu te prépares pour le réaliser. Ce n'est pas garanti qu'on va réussir, hein, encore une fois, parce que déjà, on n'a pas d'expérience, on n'a jamais entrepris voilà, au vrai sens du terme, mais du moment où tu dis oui, je vais monter mon projet, tu commences à faire tes recherches et je pense que les thésards et les chercheurs sont très bien placés pour ça. Hein. Ils cherchent l'information de manière très, très efficace. Donc là, tu cherches comment créer une entreprise, comment lever des fonds, comment trouver des financements, comment trouver des associés, comment gérer une boîte. Donc, on commence à apprendre et après, ça va venir petit à petit, les étapes administratives. On lance notre boîte, on essaie de trouver un produit ou un service, on essaie de trouver des clients et puis voilà. Et donc, et donc, toi, Ramdan, est-ce que tu as eu des formations? Est-ce que tu as été accompagné pour tout ça? Parce que tu dis, on va chercher l'information, mais est-ce qu'on est seul dans cette recherche, dans cette quête, dans cet apprentissage? Non, pas du tout. Alors, si quelqu'un aujourd'hui il veut monter une entreprise, il y a plein d'aides hein, déjà à Pôle emploi. Il y a plein de formations pour ça. Comment monter une Tu entreprise, en as comment bénéficié, gérer. toi, Ramdan? Tu as bénéficié de formations comme ça ou... Alors, moi, je n'ai pas fait avec Pôle emploi, mais avec, tu sais, on a les crédits manquants de formation, CPF? Non. les CPF. D'accord. Et là, en fait, il y a énormément de formations concernant l'entrepreneuriat. Et voilà, on peut trouver ce qu'on veut. Il y a plein, plein d'offres. Et oui, j'ai bénéficié de Ton certaines CPF, formations. c'était le CPF que tu avais accumulé en thèse, du coup? C'était C'est en thèse. important de le dire parce que beaucoup de doctorants ne savent pas ça, qu'ils Oui, oui, envoient oui. un compte pour formation juste après la thèse et peuvent utiliser cet argent-là ou ces heures-là pour prendre des formations. Oui, alors il faut contacter l'université parce que comme c'est le public, on ne peut pas directement activer les heures Et oui, et il y a les quelque chose. transformer en euros. Ouais, il faut contacter l'université pour pouvoir bénéficier de ça. Donc il y a ça. Puis il y a des formations en libre service sur Internet.
Voilà, je regardais plein de vidéos, je faisais des nocturnes en regardant des entrepreneurs, comment ils ont fait. Ça motive et en même temps, voilà, ça on apprend. Et puis, je pense quelque chose qui est très, très intéressant, si on a la chance de se lancer avec quelqu'un qui a de l'expérience, on y va. C'est vrai. Parce que voilà, on ne peut pas tout faire tout seul. Au départ, c'est compliqué. On fait de la comptabilité, on fait du marketing, de la prospection, de la vente, du sourcing, de la gestion. Mais l'idéal, c'est vraiment de s'entourer de gens qui peuvent apporter ce que nous, on n'a pas en fait. Et oui, ça Et c'est important. vouloir tout faire tout seul, voilà, au début, ça peut être un moteur, mais avec le temps, voilà, on ne peut pas tout faire au top. Tout, C'est comme ça que tu as construit finalement tes projets. À chaque fois, tu me disais, moi, j'allais chercher les expertises ou les c'est compétences que ça, je n'avais pas. Je ne vais pas me voilà, les doubler. Et c'est donc, ça, voilà, c'est ça. comment tu fais pour aller chercher ces compétences ou ces expertises que tu as pas? Tu fais du réseau? Alors, oui, principalement du réseau. Et puis, quand il y a une opportunité qui se présente, il faut la saisir. Moi, j'avais un pote, il me parlait d'un studio d'animation en 3D. Je me suis dit, le gars, il sait faire ça, il a l'expertise pour faire ça. Ben, voilà, moi, je ne peux pas faire ça, mais je peux apporter la partie scientifique, tout ce qui est script, tout ce qui est description, on va dire, de la vidéo. J'ai saisi cette opportunité, il est là. Pour l'entreprise Neomed, dans laquelle on vend du matériel scientifique et des réactifs de laboratoire, j'ai fait plein de formations en ligne et des documents sur Google et tout qui m'ont beaucoup aidé, mais aussi j'ai trouvé quelqu'un à travers mon oncle, à travers mon réseau familial, qui lui était intéressé pour monter cette entreprise avec moi. Et voilà, il m'aide sur la gestion, sur la stratégie. Il a 30 ans d'expérience dans le domaine. Donc, pour revenir à ta question, c'est le réseau. Il C'est le réseau. Et quand tu as une opportunité qui tombe du ciel, il faut la faut saisir. la saisir et il faut y mettre les moyens. Voilà. Et il faut s'entourer des bonnes personnes. C'est ça, c'est ça. Excellent. Bravo, Ramdan, vraiment, c'est inspirant tout ce que tu racontes. À t'écouter, on se dit, c'est faisable, quoi. Tu en gères trois en même temps, pourquoi pas en faire un? Ceux qui veulent se lancer. Je sais pas si c'était une bonne stratégie ou pas. On verra. On verra dans quelques années, hein. On est en contact. Et donc, moi, j'avais lancé ces trois projets parce que le premier projet, c'est vraiment ma passion, la musique. C'est ma passion. Donc là, je pense qu'il n'y a pas plus pire que quand on a une passion et on ne lance pas un projet. Voilà, c'est dommage. Je trouve que c'est dommage. C'est parce qu'en fait, quand on travaille dans quelque chose qu'on aime vraiment, on ne compte pas les heures, mais on l'entend souvent, hein, mais vraiment, on ne compte pas les heures. On fait 12 heures, 13 heures et on se dit oui, je me fais plaisir en fait. Donc j'ai lancé ce premier projet parce que c'était vraiment ma passion. Le deuxième et le troisième projet, c'est plutôt saisir une opportunité. Maintenant, est-ce que c'était une bonne stratégie ou pas? On verra. Mais moi, je voulais garder quand même les trois pour savoir lequel va me donner des signaux de réussite. Alors, je ne suis pas sûr que les trois vont réussir et vont Oui, continuer oui. comme ça. Peut-être, hein. Si c'est le cas, je serais très content. Mais déjà, voilà, d'avoir un plan B, un plan Donc, C. c'est un conseil, ça, que tu donnerais, Ramdan, de tenter plusieurs choses, quoi, de ne pas se focaliser à fond quand on est entrepreneur sur un projet, avec le risque derrière, tu ne sais pas si ça va fonctionner ou pas, mais c'est essayer de Ça dépend. diversifier un peu. Ça dépend. Ça dépend. Alors, il y en a qui n'arrivent pas à jongler entre deux projets et qui sont très efficaces lorsqu'ils sont focus sur un seul truc. Alors ça, c'est vraiment à chacun de le savoir. Moi, je sens que je peux le faire parce que j'ai eu des expériences quand j'étais en thèse. J'ai monté aussi une association, un groupe de musique à Lyon. Voilà, je dirigeais ce groupe de musique, il y avait une vingtaine de personnes. Donc je me suis dit, oui, je peux faire. Je faisais ma thèse et je faisais aussi, je gérais l'association et je faisais les spectacles de musique. Donc, je me suis dit, oui, c'est plus de boulot, mais je peux le faire. Mais
Si quelqu'un n'arrive pas à jongler entre les deux, ou il se sent perdu, pour moi, vaut mieux voilà, se focaliser sur un seul truc et mettre toute l'énergie sur un seul truc. Mais au final, s'il y a un échec, pour moi, c'est pas très grave. Finalement, 1 an ou 2 ans d'expérience, on échoue à la fin, mais on a plein d'expériences, plein d'apprentissages qu'on ne retrouve pas ailleurs, en fait. Et ça, c'est sûr. Quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, il y a plein de choses que tu apprends pas dans une boîte où tout est déjà structuré, peut-être. Peut-être moins pour les startups, mais voilà, l'échec. En fait, il faut partir avec un mindset dans lequel on va accepter l'échec. C'est pas très grave. L'essentiel, c'est on est sûr que si on ne fait pas le premier pas, on n'arrivera jamais à réaliser nos rêves. Et je le répète, quand on fait le premier pas, on peut échouer hein, d'ailleurs. Plus de 90% des startups ferment les portes 5 ans après. Hein. J'ai peur. Non, mais on peut échouer, mais c'est pas grave. Déjà, tu développes pas mal de compétences, tu développes ton Réseau. réseau, tu as déjà un diplôme, une thèse, voilà, avec de l'expérience peut-être en postdoc. Donc, je pense que les portes seront ouvertes. Hein. Je ne sais pas si en France, on a un peu peur de l'échec, mais voilà, pour moi, mettre ça dans un CV que j'ai monté 2 ou 3 structures et qu'au final, ça a échoué et que j'arrive derrière quand même à expliquer pourquoi et ce que je faisais pour les réussir, c'est très bien. Moi, ça ne me dérange pas du tout. C'est vrai. Et comme tu disais, Ramdan, tout ça, quand même, on sent bien à travers ce que tu racontes qu'il faut avoir confiance en soi. Il faut bien se connaître aussi. Bien se connaître, finalement. Connaître ses limites, ce qu'on est capable de faire, pas faire. Ça, c'est hyper important aussi. Oui, je pense que la confiance en soi, c'est primordial. Alors, mais c'est faisable. Hein. Les gens voilà, qui n'ont pas très confiance en eux, ils travaillent sur ça. C'est-à-dire, dans leur stratégie, ils commencent par ça. Et ils se disent, ouais, moi, je ne peux pas lancer mon projet aujourd'hui, je n'ai pas trop confiance en moi. Ah, ils commencent à travailler sur ce point-là et il y a plein de méthodes pour améliorer sa confiance en soi. Ça, c'est primordial parce qu'il y a plein de moments où on se sent vraiment seul, on se sent vraiment en échec et c'est un peu dur d'encaisser le coup quand on n'a pas cette confiance en soi. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir quand on se lance. Derrière, est-ce qu'il faut se connaître ou pas? Oui, je dirais oui, mais après, je pense en tout cas, pour moi, je me fixe toujours des objectifs très, très ambitieux, avec des petits objectifs réalisables à court terme. Mais je ne me prive pas de rêver grand. C'est ça, en fait, c'est un peu un paradoxe. Ok. Voilà, je rêve très grand, hein, mais je sais que pour y arriver, je vais quand même me poser des petits objectifs, avoir un client par mois, avoir ceci, cela, que je peux quantifier et réaliser, et toujours en ayant en tête cet objectif ambitieux. Pourquoi pas rêver grand, c'est gratuit, en fait. Et Raison. ça peut être un très bon moteur hein, pour réaliser des petits objectifs à court terme. Sentir que tu avances, sentir que C'est tu ça. réalises des Il choses, et il ça faut. va faire en sorte que tu gagnes confiance en toi aussi. Ah, De ah oui, oui, oui. des Ah, petites il faut. Alors, réalisations. des petits objectifs comme ça, il faut. Quantifiable, réalisable, il faut en fait. Ça permet de renforcer la confiance en soi et permet voilà, d'avancer, mais il les faut, tout en ayant Ouais. un objectif ambitieux. Et tout à l'heure, Abdan, tu parlais de la relation avec l'échec. Comment tu fais, toi, pour rebondir après un échec? Comment tu fais? Parce que c'est dur, il y a des gens peut-être qui vont, ça va les détruire, ça va les, justement, ça va baisser leur confiance en eux, ça va faire plein de choses. Toi, chez toi, quand il y a un échec, toi, tu l'acceptes, l'échec, comment tu fais derrière pour dire, bah, ok, on recommence? Parce que c'est aussi une force mentale quand même, c'est un mindset. C'est sûr. Hein, je ne peux pas dire que quand voilà, je rate une vente ou un truc comme ça, je suis content chez moi. Non. Il faut dire ce qui en est. Tu le vis mal, tu as une sale journée. Toi, au moins, Ramdan, tu vas jouer du piano, ça va Oui, oui, ça te fait du bien après, de te voir. j'évite de jouer du piano quand je suis un peu C'est triste, vrai. quand je suis. Non, Oh, j'évite. Je d'accord. sais pas. Mais bon. Alors, pour répondre à cette question, je pense, je reviens toujours à la confiance en soi. Quand on a beaucoup de confiance en soi, euh,
au final, tu te dis oui, mais je vais quand même rebondir. Je m'en fiche, au final. Il y a quand même ce moteur de confiance. Mais pour moi, personnellement, ce que je fais quand j'entame un projet ou. Ramdan, je t'entends plus très bien là. D'un coup, je sais pas. Ouais. Je sais pas si vous, c'est la même chose de votre côté. Moi, comme si tu t'étais éloigné ou il y avait quelque chose qui. Allô. Ouais, c'est bon, je crois. Ok. Donc, je disais, il faut avoir la confiance. Et deuxièmement, se préparer à l'échec. Mentalement, se dire que ah oui, là, j'ai 50% de chance d'échouer, 50% de chance de réussir. Et moi, à titre personnel, ce que je fais, j'essaie de dire c'est quoi le pire. Allez, j'essaie tout le temps de mettre le pire sur la table avant de commencer. Je lance un projet, c'est quoi le pire? Là, j'ai 2 ans de chômage. Disons que voilà, et ça foire à la fin. C'est quoi le pire? C'est que je me retrouve sans emploi et il y a plein de gens qui sont sans emploi. Et ils arrivent quand même à se débrouiller. Je me dis, voilà, il faut accepter le pire en fait. Du Ok. moment où tu risques ce que tu peux perdre, je pense que tu peux surmonter l'échec en fait. C'est ça. Tu te dis, allez, le pire dans toute cette histoire, c'est quoi? Je vais tout perdre, c'est pas grave. Je vais passer peut-être un sale moment, mais derrière, je l'accepte. Pour moi, c'est ça. J'ai tout le temps mis le pire, ce qui peut arriver, et je l'ai accepté à l'avance. Mais c'est certes, quand ça arrive, on ne vit pas un très bon moment, mais quand même, ça va nous aider à remonter parce qu'on était déjà prêt. Préparé, quoi. Voilà, préparé par ça et préconditionné par ça. On était, on va dire, en connaissance de cause. Très bien. C'est très intéressant tout ce que tu racontes, Ramdan. Vraiment, tous ces Mhm. projets, comment tu les gères. Tu vas nous raconter ta journée type, mais on va y arriver. Et il y a des questions, en fait, dans le chat. Donc, je vous invite à peut-être. Alors, il y a Oulkou qui a levé la main, mais je sais que Eric a aussi posé une question avant. Si vous voulez allumer vos caméras, n'hésitez surtout pas, c'est beaucoup plus pratique. Parce que le chat, c'est petit et on n'a pas forcément accès à une visu. Donc, n'hésitez pas à allumer vos caméras pour parler directement à Ramdan. Euh, Alors, je ne vois pas les caméra ou questions. allumer votre micro, par exemple. Toi, tu vois pas le chat? Non, il y a un chat normalement, Ramdan. Alors, Tu peux ouvrir un volet et voir un petit peu les questions qui Vous sont. m'entendez? Ah, voilà. Là, il y a quelqu'un qui parle. Qui est-ce qui. Ah, c'est C'est Ulko. Oulkou. Enchanté, Oulkou. Enchantée. Merci pour les témoignages, c'est très intéressant. En fait, j'avais une question. Euh, quand on veut monter son entreprise ou sa boîte, est-ce qu'il n'y a pas besoin d'argent, en fait, apporter une certaine somme, financer, en fait, ce projet? Et en fait, le problème que je pourrais voir, moi, c'est si on arrête après sa thèse de travailler, enfin, comment est-ce qu'on fait finalement pour investir, en fait, dans son projet? Et dans ton cas, est-ce que tu as eu besoin d'investir en fait de l'argent pour monter ta boîte? oui, c'est une très très bonne question. Alors, il faut savoir qu'en France, on a une chance, mais énorme. C'est que quand on termine un contrat de travail, on peut avoir notre allocation de chômage pendant 24 mois, dans le cas d'un thésard. Et ce qui est bien, ce qui est extrêmement bien, c'est qu'on peut monter une boîte tout en gardant cet argent-là. Donc, c'est fait en fait exprès pour aider les entrepreneurs à monter leur structure, leur boîte, euh, sans avoir besoin de se verser un salaire. Donc, les 2 premières années, quand on a ce chômage, c'est une tranquillité énorme. On se dit, voilà, j'ai pas besoin de générer des revenus pour me payer pendant 24 mois. C'est pas énorme hein, quand on est en thèse, mais ça permet de survivre. Après, ça dépend des besoins de chacun. Mais en tout cas, c'est un confort, c'est un luxe d'avoir un salaire pendant 2 ans dans lequel tu montes ton business qui peut marcher ou peut foirer, mais tu sais que voilà, tu peux survivre. Donc ça, c'est très, très bien. Allô? Alors, il y a Sarah qui a allumé son micro. Sarah, Sarah, si tu peux te fermer ton micro. Alors, je l'ai désactivé, excusez-moi. Vas-y, Ramdan. Oui.
Donc, ça, c'est la première des choses, parce que quand on lance une entreprise, le premier but, d'un point de vue financier, c'est quand même de générer des revenus pour y vivre, pour vivre de ce projet-là. Et en France, on a le chômage, on a une autonomie de 24 mois pour réaliser un ou plusieurs projets, hein, si jamais ça foire les premières fois. Maintenant, pour la boîte elle-même, tout dépend. Est-ce que c'est quelque chose qui va demander beaucoup de financement ou pas? Quel type de financement il faut? Est-ce qu'il faut des locaux? On peut travailler de chez soi. Donc là, c'est au cas par cas. Dans mon cas, moi, j'ai la chance, on va dire, de bosser depuis chez moi. J'ai aménagé une petite pièce pour faire un studio. Mais quand même, j'avais quand même besoin d'investir un petit peu dans le matos. Et là, quand ce n'est pas des grosses sommes, je pense qu'on peut y arriver facilement, soit avec ses propres économies, un peu de ses économies. On demande un petit peu du financement à la famille. Ça, c'est pas mal de gens le font, hein. Ils vont chercher 1000 balles par là, 2000 euros par là. Ils arrivent à avoir 15, 20 000 euros, des prêts comme ça. Parfois, on peut avoir accès à des, ce qu'on a à dire, des business angels quand vraiment l'idée est très innovante. Des business angels, c'est des gens qui ont de l'argent et qui investissent dans pas mal de startups, d'idées. Ils croient, ils vont prendre un peu du capital de l'entreprise, donc ils vont être associés, pas majoritaires, ils sont quand même minoritaires. Ils mettent un peu de l'argent pour permettre de réaliser ce projet-là. Si ça marche, ils vont revaloriser la boîte derrière et avoir leurs bénéfices. Si ça ne marche pas, de toute façon, eux, c'était le risque à prendre et ils investissent dans pas mal de boîtes qu'au final, le petit peu qui réussit va quand même combler les pertes. Donc, il y a pas mal de moyens pour financer une boîte, mais gardez-le bien en tête pour avoir, c'est-à-dire la tranquillité de l'esprit. On a 2 ans de chômage en France. Donc ça, moi je trouve ça un luxe, quoi. Après, ça peut être, ça peut jouer un peu contre nous, c'est-à-dire on se dit oui, on a le temps, on a 24 mois, on ne va pas se bouger vraiment comme il faut. Donc ça, c'est à chacun de. Et je crois même, Ramdan, que tu m'avais dit qu'il y avait la possibilité de mobiliser les 2 ans de chômage pour pouvoir les Oui, injecter dans son projet, je crois. oui, c'est ça, ça s'appelle l'ACRE. Donc, soit, alors, quand on termine une thèse, je pense qu'on a 24 mois de chômage, on a droit à 24 mois de chômage, ce qui fait à peu près 25 000, 26 000 euros. Donc, soit on prend ça chaque mois, soit on prend la moitié, pardon, à peu près la moitié de ça en une seule fois, enfin, en 2 fois, mais ils vont vous donner 25% après 25% pour les injecter dans le capital. Mais il faut savoir que derrière, on n'a plus de chômage, on n'a plus de salaire. Donc, si on lance un business qui va rapidement générer du cash pour pouvoir se payer, pourquoi pas? Ouais, on va injecter 10 000, 12 000, 15 000 euros du chômage qu'on a, mais on est sûr que derrière, on va avoir des revenus pour pouvoir se verser des rémunérations. Voilà, le coup, j'espère qu'on a répondu à ta question. Ramdan a répondu à ta Oui, question. merci beaucoup. C'était très en plein De dedans. rien. Je souligne quand même qu'en France, on a quand même cette chance, comme tu dis, d'avoir le chômage et d'avoir des dispositifs qui t'accompagnent dans le cadre de l'entrepreneuriat. Je ne sais pas, Eric, il avait aussi une question, mais je ne sais pas si tu veux bien allumer ton micro. Alors attendez, j'ai idée qui c'est idée. Moi j'ai juste les abréviations. iPhone de Eric et alors peut-être c'est Eric. Donc si Eric tu nous écoutes, n'hésite pas à allumer ton micro ou bien lever la main, comme ça je vous laisse la parole si vous souhaitez poser des questions. Je crois que Massila aussi posait des questions sur le réseau, comment on construit le réseau. C'est une étudiante. Là aussi, pour construire son réseau, aborder les gens. Alors, quand tu abordes, toi, les gens dans le réseau, qu'est-ce que tu leur demandes, en fait, Ramdan? Tu cherches des expertises, tu cherches des compétences, tu cherches des associés. Comment tu fais ton réseau Alors, le réseau, je pense, ça ne vient pas du jour au lendemain. Il y a plusieurs leviers pour ça. Il y a le terrain. Déjà là où j'ai commencé à faire mes premières expériences professionnelles, c'est-à-dire la thèse,
J'hésitais pas à contacter quelqu'un pour demander un avis, pour essayer de collaborer. Et ça commence déjà à faire du réseau, en tout cas on va dire dans son environnement. Si tu passes toute ta thèse sans avoir contacté un chercheur externe pour demander un avis, voilà, comment il a fait une manip, est-ce qu'il peut collaborer pour faire. Enfin, il faut quand même discuter avec son directeur, mais je pense que c'est dommage si on ne le fait pas. Donc, il faut profiter là où on est, il faut profiter de faire du réseau. C'est l'une des clés de la réussite, je pense. Surtout dans le business, quand tu commences et personne ne te connaît, on ne te fait pas confiance. C'est les gens du réseau qui vont pouvoir faire le premier pas. Moi, mes premiers clients, c'était mon laboratoire, hein. C'est eux qui ont commencé à acheter les kits et les réactifs et aussi pour la partie vidéo. Donc, il y a le terrain, il faut le faire. Et après, il y a les réseaux sociaux. Je pense il faut pas négliger son profil LinkedIn ou d'autres profils professionnels. Ça permet vraiment de monter en fait un bon réseau sans faire beaucoup d'efforts, c'est-à-dire sans être sur le terrain. Et c'est un travail en fait qui paye pas du jour au lendemain. Ça vient avec le temps. Si on n'a pas tant de réseaux, pour moi, c'est pas très grave, hein. On peut lancer un truc, on cherche un associé. Voilà, on va à froid et toquer aux portes et chercher s'il y a des gens intéressés ou pas. Mais je reviens toujours à la confiance. Quand on n'a pas assez de confiance en soi, aller voir quelqu'un pour lui proposer un projet, ça peut être un peu embêtant. Ça peut être bloquant en fait. C'est pour ça, c'est quelque chose sur lequel il faut faire l'effort. Je sais que c'est pas quelque chose qui est peut-être naturel, mais il faut bosser dessus. Moi, j'étais pas confiant, j'avais pas beaucoup de confiance en moi. Je l'ai développé grâce au spectacle de musique je faisais. Une fois sur scène et tu as 500 000 personnes, tu as la boule, tu as la traque et tout, la boule au ventre, mais tu te forces en fait, c'est ça. Génial. Tu te Génial. forces petit à petit à gagner confiance. Donc c'est ça, le réseau, voilà, c'est sur le terrain. Ça vient petit à petit et il ne faut pas négliger les réseaux sociaux. Je ne sais pas si toi, Asia, tu as autre chose, peut-être tu connais peut-être mieux LinkedIn que moi. Oui, oui, LinkedIn, faut y être, quoi, hein. Je veux dire, tout professionnel doit être sur LinkedIn. LinkedIn, c'est le réseau vraiment d'excellence, vraiment pour contacter des professionnels, pour prospecter, pour voilà, créer des communautés, pour se faire connaître. Enfin, vraiment, c'est le réseau idéal. Donc, il faut absolument être sur LinkedIn. Comme tu disais, travailler bien son profil, travailler bien sa posture, sa manière de communiquer. On le voit, toi, quand tu fais des posts Ramdan, c'est professionnel, quoi. Tu parles donc de tes entreprises, tu parles de ce que tu fais en ce moment. Voilà, donc il y a plein de choses. Il y aurait tellement de choses à dire, Ramdan, sur le réseau. Mais tu as bien insisté que c'est capital de travailler son réseau, que ce soit sur le terrain, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit. Et surtout, je reviens à ce que tu disais, la confiance en soi. Avant de se lancer, être sûr qu'on a confiance en soi, faire ce travail, quoi. Si on sent qu'on a du trac, qu'on a vu pas aborder les gens, que c'est compliqué, là, on s'arrête, on prend du temps pour travailler sur soi-même. Oui, oui. C'est capital. Et je rajoute juste un petit truc, il ne faut jamais dire ouais, c'est trop tard. Là, on va dire, quelqu'un qui a 40 ans, il va se dire oui, j'ai pas monté un bon réseau, c'est trop. Pour moi, c'est toujours le bon moment pour lancer ce genre de choses. Tu peux commencer à partir d'aujourd'hui, hein, à faire ton réseau. Absolument. Jamais trop tard pour entreprendre, hein. Jamais trop tard, Il n'y a pas non, ça d'âge pour c'est sûr. entreprendre. Ça c'est sûr. Alors, je vais laisser Eric qui a levé la main te poser sa fameuse question. Du coup, Eric, si tu nous entends, tu peux activer ton micro et après, je laisserai Amel aussi. Amel aussi, je pense que tu posais aussi des questions dans le chat. Donc, Eric, je t'en prie. Eric, oui, oui, non, non, oui, oui. Ça va s'activer. Oui, bonjour. Bonjour, Eric. Et merci Ramdan et merci aussi à les Alliances pour tout ce que vous faites. Ça m'a vraiment fait un plaisir de vous entendre, de suivre ça, bien que j'ai reçu le message au réveil et le décalage horaire, ça ne me favorise pas trop. Et oui, Eric est au Canada, je précise. C'est ça, Eric, hein? Oui, oui, c'est ça. Voilà. Tu vois. Merci beaucoup. Ma première question, ça va aller à Ramdan. Quels sont, quand tu as
lancer ta boîte, comment tu te présentes? Est-ce que tu utilises ton background pour te présenter, pour dire, voilà, moi, je suis tel, j'ai de l'expérience dans tel, et puis tu mets en confiance le client? Alors oui, ben, c'est primordial, hein. Si j'ai une thèse, c'est pas pour rester dans un tiroir. C'est sûr et certain que je n'hésite pas à le mettre dans ma carte de visite, dans ma signature email. Et quand je présente aussi mes services et mes produits aux clients, quand j'essaie de faire mon speech, j'essaie toujours de lier ça avec une expérience que j'ai eue dans le laboratoire. En fait, ça crée un lien de crédibilité et une certaine, on va dire, autorité, en fait. Parce que là, la personne en face, il se dit, oui, j'ai quelqu'un qui sait de quoi il parle. Euh, c'est pas voilà, le simple vendeur qui vient vendre ses trucs. Mais ça, je le mets volontiers sur les devants, oui. Parfait, parfait. C'est bon. J'ai une deuxième question. Quand tu commences par te lancer avec, je dirais, zéro, un Oui. exemple, quand tu commences par te lancer avec zéro et que tu commences par voir les premières difficultés où tu as des signes, comment tu peux percevoir les signes qui peuvent te dire oui, ça va marcher ou oui, ça va pas marcher? Alors, c'est une très très bonne question parce que je pense que c'est ça qui va déterminer en fait si tu continues face à un mur ou si tu t'arrêtes. Il faut parfois savoir s'arrêter. Alors pour moi, je pense que j'ai pas encore cette qualité-là de prévoir bien à l'avance si un projet va marcher ou pas. D'ailleurs, j'ai les trois qui sont en cours en même temps. Mais l'intérêt de tout ça, c'est que je me suis associé avec des gens qui ont de l'expérience et qui peuvent, eux, avoir l'œil pour dire là, attention, c'est pas un bon signe. Là, il faut arrêter. Donc, je pense que c'est quelque chose qui se développe avec le temps. Et malheureusement, on n'a pas toutes les compétences dès le départ. Mais néanmoins, ça veut pas dire qu'on ne fixe pas des objectifs à court terme réalisables et si on n'arrive pas à les faire, des petits objectifs simples, hein, si on n'arrive pas à les faire, c'est voilà, c'est pas très très bon signe. Ça veut pas dire que ça va pas marcher derrière, mais à mon niveau, je pense que ça va venir avec l'expérience. OK. Pour Je décider crois si que ça va être merci beaucoup. Ça va être ma troisième et dernière question. Euh, Moi, je suis à la troisième échec de création d'entreprise, d'initiation d'une entreprise, mais parce que je mets en collaboration avec des gens. Donc, ça fait tu as besoin d'une compétence des associés, donc des gens avec qui tu as envie de travailler. Mais à oui. un moment donné, tu te rends compte peut-être qu'ils n'ont pas la même motivation d'entreprendre que toi, mais ils ont des compétences dont tu as besoin. Qu'est-ce que tu fais? Alors ça, je pense que c'est vraiment la responsabilité, c'est ta responsabilité, c'est-à-dire euh, quand tu vas chercher quelqu'un, un associé qui a une compétence, c'est pas à lui d'être autant motivé que toi en fait. Alors s'il l'est, pourquoi pas, c'est très bien. Mais dès le départ, moi je me dis c'est mon projet, c'est mon bébé, c'est moi qui est le plus motivé. Je vais quand même essayer de les motiver, mais si je n'arrive pas à les motiver autant qu'il faut, je vais voir ce que je veux. Est-ce que je veux leurs compétences à tout prix? Quelque chose que voilà, ils vont me l'affiler, mais ils vont pas faire beaucoup, beaucoup de travail. Ou bien il me faut des gens qui ont cette compétence-là et qui sont hyper, hyper motivés. Donc ça, ça dépend de ce que toi tu veux au départ. Pour moi, voilà, si je cherche quelqu'un uniquement pour injecter de l'argent et puis il disparaît de la scène, il ne va pas s'impliquer vraiment dans l'opérationnel, je ne vais pas derrière lui demander ah, pourquoi tu ne m'aides pas sur ça, sur ceci. Dès le départ, moi, je voulais juste les financements. Et après, je pense que former une équipe motivée, ça aussi, c'est quelque chose qu'on n'a pas directement quand on n'a pas beaucoup d'expérience.
avec le temps aussi, il y a pas mal d'entrepreneurs qui disaient que parmi les clés des réussites, c'est d'apprendre à bien recruter, en fait, à former une bonne équipe. Et ça, ils n'ont pas ça dès le départ. Malheureusement, moi, je comprends tout à fait que ça peut échouer si on compte beaucoup sur des associés qui ne sont pas vraiment sur la même longueur d'onde que nous. Ça va impacter l'avancement du projet, ça va impacter notre morale aussi. On se dit, oui, mais je bosse beaucoup, les autres, ils font rien. Voilà, ça, je comprends tout à fait que c'est terrible. Et avec le temps, je pense qu'on développera en fait des compétences qui permettent de dire, ah oui, ça, c'est le bon type, ça, c'est le bon profil. Et malheureusement, c'est quelque chose qu'on n'a pas directement. D'accord. Merci beaucoup. J'apprends. De rien, Eric. Donc, il y a pas mal de choses qu'on apprend sur le tas et qu'on apprend avec le temps. Donc, il faut pas mal de patience aussi, Ramdan, hein, quand on va entreprendre. Beaucoup de patience, hein, et je pense que c'est quelque chose qu'on a eu en thèse, c'est la patience. Tu lances une manip, ça peut rester 6 mois, 8 mois pour avoir les résultats qui peuvent être mis à la poubelle. Donc, c'est la patience, il faut avoir la patience. Donc, Ça, c'est sûr. finalement, une thèse, c'est entreprendre aussi. C'est un projet Bien sûr, entrepreneurial. bien sûr, bien sûr. Bien sûr, une thèse, c'est entreprendre, hein, on va pas enlever ça à une thèse, c'est sûr. Génial. Mais écoute, peut-être une dernière question de Amel. Amel, si tu veux allumer ton micro, on arrive à 33 là, mais si tu as encore Oui, quelque chose. j'ai une dernière question pour Résilience avant que. Vas-y, Eric, je t'en prie. Désolé. J'attendais à te demander, est-ce que tu penses que pour un entrepreneur, comme tu as de l'expérience en LinkedIn, est-ce Oui. que c'est important d'avoir un LinkedIn Premium? Alors, si tu veux prospecter, utiliser par exemple CS Navigator, CRM, tout ça, ça aide pas mal d'avoir le premium. Je ne sais pas ce que tu en penses, Ramdan. CSNav, c'est quand même un super outil de prospection, hyper puissant. Donc, tu as accès à une base de données énorme, en fait. Les gens qui sont inscrits sur LinkedIn dans le monde, ça représente plusieurs dizaines de millions de personnes. En un clic, tu peux identifier des prospects très qualifiés. Donc, moi, je te dirais oui, c'est un investissement à faire. Je crois peut-être une centaine d'euros par mois. Il faut avoir quand même un petit budget, mais n'empêche, c'est vraiment avoir de bons outils pour démarrer. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose de plus, Ramdan. Oui, oui, c'est très bien. En plus, tu as, je pense, 1 mois d'essai gratuit. Tu fais ta propre expérience dans ton business et tu vois si ça t'aide, si ça change quelque chose. Tu as gratuitement 1 mois, tu le lances et tu vois si voilà, tu génères des leads intéressants, tu as tes clients ou pas. Pour moi, oui, c'est très important d'avoir cet outil-là. En effet. Donc, j'espère que ça t'aura aidé, Eric, mais effectivement, il faut. Merci beaucoup, oui, c'est très bon. De Merci. rien. Petite dernière question, si tu as encore quelques minutes, Ramdan, pour Amel, qui je vois lève la main. Oui, oui. Amel, bonjour à tous. Bonjour, Amel. Bonjour, Amel. Merci énormément pour votre partage d'expérience et pour cette opportunité assez aussi. Alors, ma question est à quel stade en fait de thèse de doctorat peut-on se lancer parallèlement en entrepreneuriat? Et comment en fait choisir son idée de start-up quand on en a plusieurs? Merci. Question très difficile. Alors, je pense que plutôt vers la fin, parce que si on s'engage dans une thèse, on sait qu'on a 3 ans, 4 ans, généralement, de boulot dur. Je pense qu'il ne faut pas commencer les deux dès le départ. C'est-à-dire monter une start-up et faire une thèse. Pour moi, ce n'est pas réalisable de faire. Déjà, faire une association à côté d'une thèse, c'était un peu compliqué, mais je pense que c'est vers la fin parce que, comme je disais à Asia tout à l'heure, quand on disait tous les deux, une thèse, c'est une expérience entrepreneuriale en fait. Et à la fin, si tu fais bien ta thèse, tu joues bien le jeu, tu gères bien tes projets, tu as beaucoup de compétences et je pense tu as beaucoup plus d'expérience pour envisager de se lancer en fait dans l'entrepreneuriat. Vers la fin, c'est plutôt pas mal. La dernière année, tu commences déjà généralement à réfléchir sur ton avenir. Est-ce que tu veux un postdoc? Est-ce que tu veux rentrer dans le privé
avoir un poste fixe. Donc, c'est vers la fin, je dirais. Après, si on sait qu'il faut avoir certaines compétences en plus de son expérience en thèse, ça n'empêche pas de commencer à se former dès le départ, hein. Déjà, quand on est en thèse, il y a plein de formations qui peuvent nous être utiles et gratuitement via les écoles doctorales et les universités. Donc, il faut se former. Ça ne mange pas de pain et ça ne pourra être qu'utile à la fin. La deuxième question, comment avoir une idée? Ça, j'ai pas de réponse directe pour cette question en fait. Alors moi, je vous ai dit comment j'ai monté ces structures-là. L'une, c'était ma propre passion. Et là, je le répète, si vous avez une passion, il faut même pas y réfléchir. Il faut quand même avoir les moyens, mettre les moyens et franchir le premier pas, bien sûr en travaillant sur sa confiance et tout cela. Mais s'il y a une passion, ça serait dommage de ne pas l'utiliser. Si vous voulez faire une entreprise, hein, il y en a qui ont une passion, mais ça reste qu'une passion. Voilà. Tu fais du piano, moi, il y a plein de gens qui savent très bien transmettre, ils savent très bien enseigner le piano, mais ils se disent, moi, voilà, c'est ma passion, je joue et puis basta. Mais si vous avez cette fibre entrepreneuriale et vous avez une passion, euh, moi, je trouve que c'est très, très dommage de ne pas la faire. Et les deux autres, comme je vous ai dit, c'était des opportunités. J'ai saisi des opportunités. Ça peut être une découverte durant la thèse, quelque chose qui peut se transformer en start-up. Et aujourd'hui, il y a pas mal de structures à l'université ou dans pas mal d'incubateurs, en fait, qui justement vont aider les thésards qui ont une idée ou on va dire un bout de produit qui peut être mis en place dans une start-up. Ici à Lyon, je sais qu'il y a Pulsalis qui permet de booster un petit peu ce genre de projet. Ça peut être une idée vraiment différente, hein, mais qui vous tient à cœur, hein, pourquoi pas. Je connaissais quelqu'un qui a complètement changé de métier, de domaine, de la recherche. Il a ouvert un restaurant et il aimait bien ça. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, mais voilà, il réalise ses rêves. Euh, donc, c'est au cas par cas, mais je reste quand même autour de la passion et saisir une opportunité. Maintenant, comment saisir cette opportunité? Est-ce que c'est une belle opportunité ou pas? C'est au feeling. On peut demander des conseils à des gens là, qui ont de l'expérience. On peut leur demander toujours des conseils, ça peut toujours être utile, hein. Ils vont te dire oui, mais laisse tomber, le marché est trop saturé, tu n'auras pas une place ou quelque chose dans le genre. Mais voilà, il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas une réponse claire et directe. Il n'y a pas une seule manière d'entreprendre en fait. Moi, j'ai retenu trois choses, Ramdan. Avoir la fibre entrepreneuriale, euh, euh, saisir des opportunités, avoir confiance en soi, c'est quand même trois éléments que tu as répétés souvent dans ton histoire qui sont fondamentales en fait. Et après, l'idée, ça vient au fur et à mesure, comme tu dis, des rencontres, des opportunités, tout ça. Mais quand on a la fibre et qu'on a confiance en soi, on a déjà de quoi constituer un noyau dur, quoi. Oui, oui, il y a déjà beaucoup de choses. On a fait beaucoup de chemin si on a ça. Mais encore une fois, gardez en tête, même si on a ça, ça ne veut pas dire forcément la réussite. Donc, ça veut dire une expérience, un apprentissage, essayer de réaliser un rêve. Si ça, on arrive à une réussite, très très bien, mais si on n'arrive pas, il y a pas mal de grands entrepreneurs qui ont pas mal échoué, hein, L'accepter, comme tu au dis. départ. Voilà. Donc, L'accepter. encore une fois, c'est pour ça que c'est aussi dur, hein, l'entrepreneuriat, hein. On parlait de la recherche tout à l'heure, on disait que on travaille beaucoup et on n'est pas sûr d'avoir un poste. Il y a beaucoup trop de sélection, c'est compétitif. Mais en entrepreneuriat aussi, hein, Ouais, tu travailles beaucoup. En plus, toi, tu as trois projets, Ramdan. Mais juste, dernière question que je vais te poser, comment tu organises tes journées? Est-ce que tu travailles beaucoup, beaucoup? Est-ce que tu arrives quand même à avoir oui. une vie sociale? Ah oui, oui, non, mais j'ai une vie sociale, hein. Je travaille, voilà, j'essaie quand même d'équilibrer. Je pense que l'équilibre, c'est primordial, sinon rien n'avance.
Je fais pas des nocturnes tout le temps, hein, mais ça m'arrive de me réveiller à 3 heures du matin pour discuter avec des fabricants en Chine, parce que pour eux, c'est 11 heures et voilà, ça peut arriver. Mais l'organisation, il la faut. Ça, il faut vraiment être organisé, avoir un plan d'attaque sur des courts termes, sur du court terme, avoir un plan. Voilà ce que je vais faire cette semaine. La première journée, c'est pour cette entreprise-là. Je vais faire des vidéos. Le deuxième jour, je vais faire de l'emailing, prospection emailing. L'après-midi, je vais faire prospection téléphonique. Le lendemain, si j'ai un rendez-vous commercial, je le cale ici. Mais il faut vraiment être très Donc là, Ramdan, toi, tu t'organises à l'avance. Comment tu t'organises à l'avance? Tu sais, par exemple, ce que tu vas faire la semaine prochaine, Ramdan, tu sais ce que tu vas faire oui. décembre. Tu as déjà ton planning qui est déjà. Oui, à peu près sur 2, 3 mois, oui, à peu près, surtout pour les, voilà, on va dire tout ce qui est rendez-vous, tout ce qui est stand, ça, je sais. De toute façon, il faut s'y prendre à l'avance. Donc, On ne peut pas débarquer et demander un rendez-vous le lendemain, généralement, voilà. bien sûr, ok. Donc être rigoureux et très bien organisé. Et puis après, au final, tu gères, c'est toi qui gères, Ramdana. Tu n'as pas quelqu'un derrière toi qui te dit fais ci, fais ça. Non, 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 c'est moi qui gère. Mais en fait, il y a quelque chose aussi que je veux partager. Il y a beaucoup de gens qui veulent être leur propre chef. Ils veulent faire de l'entrepreneuriat parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir quelqu'un au-dessus de leur tête. Mais au final, voilà, on est un petit peu aussi prisonnier de cette rigueur-là et de ce plan-là. On ne peut pas faire comme on veut. Enfin, il y a quand même une certaine liberté, mais il y a quand même des exigences. Voilà. Exactement. C'est important hein, ce que tu dis, Ramdan. Il y a une liberté, tu n'as pas quelqu'un derrière toi, mais n'empêche, tu dois être hyper exigeant envers toi-même. C'est-à-dire que tu dois être rigoureux. C'est ça, en fait. C'est ça. Tu ne peux pas faire non plus ce que tu as envie de faire. Ce n'est pas du freestyle. Si Non, 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 c'est pas du freestyle. Non, non. Surtout pas ça. Si vous cherchez du freestyle, moi, je connais personne qui fait du freestyle et qui réussit, hein. Il peut réussir sur des courtes durées, mais derrière, voilà. Je donne l'exemple des grands footballeurs qui ont réussi en 1 ou 2 saisons, mais derrière, quand ils sont pas rigoureux, quand ils n'ont pas un vrai plan, voilà, c'est la chute, hein. Absolument. Non, mais je pense qu'on a fait le tour à travers ton histoire. On a abordé tellement de choses hyper intéressantes. J'aurai encore des questions. On a dépassé un quart d'heure déjà, ce qui nous arrive très rarement hein, dans nos interviews des Alliances. C'est te dire combien tu es inspirant, Ramdan. Donc, merci beaucoup. Eric, je ne sais pas si tu as levé la main depuis tout à l'heure ou si tu as encore une question, mais on arrive au bout du bout. Là, on a débordé complètement. N'hésite pas à contacter. Ramdan, on peut te contacter si on a des questions, les gens qui voient le replay. Moi, c'est bon, c'est parfait. Merci beaucoup. Ah, super. Merci, Eric. Oui. On peut te contacter, Ramdan, si on a des questions encore. Il ne faut pas hésiter, je pense, non? Sur LinkedIn? Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je suis ouvert à la discussion et quand, bon, là, on n'a pas eu le temps d'échanger avec tout le monde, mais moi, j'adore apprendre de nouvelles choses et de nouvelles visions. Je suis là pour apprendre aussi, hein, voilà, je ne parle pas comme celui qui a réussi et qui a la clé du succès, la seule clé du succès. Non, tout ce que je disais, c'est ma vision des choses et ça reste ma propre vision, hein, et je suis tout à fait ouvert à la discussion et à l'apprentissage. Et qui sait, Ramdan, peut-être qu'on te réinvitera dans quelques années. Tu nous diras quel projet a fonctionné, quel projet n'a pas fonctionné. J'espère qu'on ne parlera pas de tes échecs, on parlera que de tes réussites, Ramdan. En tout cas, tout pour réussir. Pourquoi pas? On verra, on verra. Ramdan? Ah, Eric. Oui, je reviens. Silex 3D, est-ce que j'avais laissé un message par rapport à ça? Oui. C'est bien Silex 3D. Silex 3D, oui, voilà. OK. Parce que nous, on avait eu quand même, quand on était en maîtrise avant le PhD, on avait demandé à trouver une entreprise qui nous proposait des montages 3D pour notre projet, pour la présentation. On avait eu vraiment des difficultés, on n'en a pas trouvé. Aujourd'hui, ça n'existe pas sur la scène ici à Montréal. C'est bien qu'on entre en contact avec vous et discuter des propositions pour avoir des étudiants qui ont envie de soutenir leur thèse ou leur maîtrise
et de faire une petite présentation en 3D, c'est vraiment intéressant et ça permet la vulgarisation scientifique. Ouais, très bien. Bah, avec grand plaisir, Eric. Merci beaucoup. Peut-être la naissance d'une nouvelle collaboration, Ramdan, pour conclure, en quoi. Continuons à faire du business tous ensemble. En tout cas, j'étais très contente de t'accueillir, Ramdan. Merci, Eric, pour ta question. Merci à tous pour votre participation. Donc, il y a le replay sur YouTube à venir dans les prochains jours. Allez, dernier mot, Ramdan. On a envie de rester avec toi. Dernier mot pour tous les doctorants, docteurs, les filles qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire en quelques mots avant de conclure? Alors, avant de conclure, je dirais que c'est un peu philosophique, mais une vie, voilà, c'est pas 3 siècles, c'est pas 4 siècles. Une vie, c'est très court. Et il n'y a pas plus pire que de ne pas d'essayer de franchir un pas pour réaliser ou essayer de réaliser un bout de rêve. C'est ça. Moi, à titre personnel, j'ai pas envie d'arriver à 60 ans. Si j'arrive à 60 ans et de dire j'avais envie de faire ça et je l'ai pas fait. J'ai pas envie d'avoir ce genre de regret en fait. Parce que tout simplement, le système a fait en sorte que il faut que je fasse ça, il faut que j'ai un poste fixe, il faut que je bosse 40 ans pour avoir ma retraite. Non. Voilà. C'est ce que je dis. Si vous avez un rêve, tentez de le réaliser. Approchez ce rêve-là. N'ayez pas peur de ce rêve. C'est tout ce que je dis. Merci beaucoup, Dan. De rien. On ne peut pas espérer mieux comme conclusion. Merci à tous. Je vois que plein de gens laissent des messages. Merci beaucoup. Merci, c'était super intéressant. C'était inspirant. Vraiment, waouh, bravo, bonne continuation. Mais voilà, Ramdan, on arrive au bout. On a même largement débordé, mais bon, avec grand plaisir. On reste en contact, on est une communauté, on est du réseau, on s'entraide. Ramdan, si tu as besoin de résidence communale, et on sait que si on a besoin de toi, on est là aussi. N'hésitez pas à interagir aussi avec Ramdan si besoin, à le contacter sur LinkedIn. Tu peux juste nous dire le nom de ta chaîne YouTube, parce que moi, je t'ai écouté un petit peu tout à l'heure. Waouh! Merci. Machallah, Ramdan. Dis-nous comment ça s'appelle. C'est Maizou, alors M-A-I-Z-O-U, Maizou, pianiste. Donc Maizou, espace pianiste. I-Z-O-U, pianiste. Allez l'écouter. Mais c'est juste un super artiste aussi, Ramdan. Tu joues du piano merveilleusement. En tout cas, très bonne continuation, Ramdan. Je te souhaite plein de succès. Et de toute façon, merci beaucoup. On reste en contact. Merci à tous. Très bien. Bonne continuation et très belle journée. À bientôt, Ramdan. À bientôt, Assia. Merci. Au revoir à tous. Ciao. Ciao.